Bonjour à tous, moi c'est Morgane et je suis la personne qui se cache derrière le fil de Lily. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet je pense qui vous intéresse donc beaucoup, c'est les questions concernant la teinture. Donc ça va être cette fameuse FAQ, j'espère qu'elle pourra répondre comme ça à pas mal de vos petites interrogations, les dernières que vous pouvez avoir en tout cas sur les bases de la teinture et que ça sera assez clair. En tout cas, déjà, désolée, je suis vraiment overbookée en ce moment au boulot, j'arrête pas les heures sup, on est vraiment en rush. J'ai très peu de temps pour filmer et même pour publier juste sur Instagram des photos, me faire une publication, etc. Donc le peu de temps que j'ai, j'essaye de le passer à faire ce que j'aime, hein, donc tricoter, etc. Mais bon, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir eu le temps de revenir un peu plus sur YouTube, parce que j'aime bien en fait partager avec vous, et ça me manque hein, quand même, l'air de rien, de ne pas faire ces petites vidéos. Donc bah, excusez-moi, désolée vraiment, je vais essayer d'être plus régulière, mais là au boulot, on est toujours en rush. Je sais pas pour combien de temps ça va durer encore, parce que je commence vraiment à fatiguer en plus là. Donc bah, excusez ma tête un peu, peut-être un peu fatiguée, et mon absence, entre guillemets, le fait que je sois pas très très régulière en ce moment. J'espère que ça va revenir vite fait à la normale. Bref, on va commencer avec cette vidéo et la première question qui m'a été le plus posée, euh, où est-ce que j'achète mes laines non teintes? Alors, c'est un sujet un peu compliqué. C'est-à-dire que je sais que je pense que beaucoup d'entre vous s'attendent à ce que je vous dise où est-ce que les laines, enfin d'où viennent les laines des teinturières, celles qu'on peut trouver pour avoir toute leur qualité de fibres, pour avoir peut-être leur prix, etc. Il faut savoir que c'est des fournisseurs qui travaillent avec des professionnels. Donc c'est pas forcément accessible aux personnes qui n'ont pas d'entreprise comme nous en fait, comme ceux qui veulent tester la teinture pour la première fois. Déjà, de un. Ensuite, je me sens pas particulièrement légitime de partager ce genre de secret parce que oui, la recherche de fournisseurs, c'est quelque chose qui est très compliqué. Enfin, je veux dire, pour avoir un bon fournisseur avec une bonne qualité, etc., ça demande du temps. Donc, c'est des recherches qu'il faut savoir faire, qu'il faut entreprendre. C'est long. Euh, je pense que c'est pas ce genre de choses, en fait, ça se dit pas, tout simplement. C'est pas que ça se dit pas, ça peut se partager si vraiment une personne professionnelle a envie de partager avec vous, ou elle se fournit, etc. Elle peut tout à fait le faire. Mais moi, en tant que particulier et en même temps sur YouTube, c'est pas à moi à dire ce genre de choses. Qu'on soit d'accord. Moi, enfin, en tout cas, de mon point de vue et avec ma morale, si vous voulez, mon éthique en tout cas, je considère pas ça comme quelque chose d'adapté. Je vais vous partager où je peux acheter des sites, enfin, où j'achète sur des sites, pardon, des sites donc qui existent et où on peut trouver des techniques aussi. Mais en tout cas, vous donnez les fournisseurs des teinturières. Alors déjà, je les connais pas forcément, hein, qu'on soit clair. De deux, bah, c'est pas mon rôle, en fait, tout simplement. Surtout que, enfin, je veux dire, une teinturière professionnelle, quand elle va chercher ses fournisseurs, elle fait une recherche internet. Donc en fait, je pense que ce genre de site est accessible à tout le monde, en fait. Vous pouvez y accéder. Après, les fournisseurs ne travaillent pas forcément avec des particuliers, ça c'est quelque chose. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez accéder au site. Mais c'est à vous de faire les recherches internet. Par contre, je peux vous expliquer comment faire une bonne recherche internet. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous donner tel quel le site où elles peuvent se fournir, non, je le ferai pas. Donc je suis désolée. Si c'est ce que vous attendez, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, donc il n'y a pas de souci, hein. J'espère que vous comprendrez aussi ma démarche, tout simplement. Mais si vous attendez ça, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Voilà, c'est tout. Et j'espère que vous n'aurez pas de problème avec ça. Je prendrais pas mal que vous puissiez du coup passer ailleurs que ma vidéo du coup le reste ne vous intéresse pas. Il n'y a pas de problème avec ça non plus, je comprends tout à fait. Mais moi, je suis pas là non plus pour, comment dire, faire concurrence à des teinturières qui ont fait un travail de recherche, etc. derrière.
pour pouvoir trouver de bons fournisseurs qui leur conviennent, avec l'éthique qu'elles veulent, parce que bon, on peut avoir plusieurs types de laine qui sont plus ou moins écologiques, correctes vis-à-vis du traitement animal, etc. Et aussi par rapport à la gamme qu'elles veulent proposer. Par exemple, si vous voulez de la laine non superwash ou si vous voulez de la laine superwash, ça va pas forcément émettre les mêmes fournisseurs, forcément. Vous n'allez pas travailler avec les mêmes entreprises parce qu'elles ne proposent pas les mêmes services. Donc voilà, moi, ce que j'en pense. J'espère que du coup vous comprendrez pourquoi je ne vous fournirai pas de fournisseurs, en tout cas de gros, entre guillemets, de fournisseurs professionnels. Mais le premier site où vous pouvez acheter, et aussi, je vais essayer quand même de partager principalement des sites français, parce que je préfère faire travailler des personnes qui sont en France plutôt qu'à l'étranger. Pareil, encore une fois, ça c'est une question d'éthique, c'est une question morale, entre guillemets, si on veut. C'est une question de préférence, tout simplement, et de coût. Je comprends effectivement que des fois, acheter à l'étranger, ça coûte moins cher. Après, vous pouvez tout à fait acheter à l'étranger, mais ça ne sera pas par mon biais, dans le sens où je préfère mettre en avant des sites français et des personnes, du coup, françaises, tout simplement. Voilà. Donc, premier site où moi j'ai commencé à acheter de la laine, c'est le site de Laine et Tricot, tout simplement, qui est assez connu. Ils vendent des fils industriels, ils vendent beaucoup d'accessoires, mercerie, etc., des aiguilles, et ils vendent aussi de la laine à teindre. Vous avez plusieurs bases disponibles, je crois qu'il y a plusieurs grosseurs. Ils ont rentré récemment, je crois, j'avais acheté de la mohair et du suri chez eux. Je suis pas sûre qu'ils en aient tout le temps, ça, par contre. En tout cas, vous avez la laine classique, la Merino Superwash, en fingering en DK, vous l'avez en single. Vous avez aussi de la Merino Nylon, 75-25, donc 425 mètres. Donc c'est aussi de la fingering. Et je crois, oui, la dernière fois, j'ai vu du mohair et de la suri. À vérifier, peut-être qu'ils en ont pas tout le temps, je sais pas, c'est en fonction des arrivages probablement. Je crois qu'ils avaient rentré aussi de la tweed à un moment. Pour tout ce qui est recherche internet, vous tapez dans Google laine à teindre. Vous allez trouver, hein, franchement. Je connais pas tous les sites. De toute façon, vous retrouverez tous les sites, tout ce dont je peux mentionner, vous les retrouverez en barre d'infos, en description. Et d'ailleurs, si jamais j'ai oublié quelque chose que j'ai pu mentionner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le rajouterai. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire quelque chose de plus complet possible, bien entendu. Mais les oublis, ça peut arriver. Donc moi, le premier site vraiment où j'ai acheté, c'était celui-là. Ensuite, il y a le site Belle Laine. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais commandé dessus. Je suis tombée dessus en faisant des recherches Google classiques, justement pour la vidéo, pour voir un petit peu ce qui existait en plus de ce que je connaissais. Ils ont l'air d'avoir pas mal de gammes de laine disponibles, ça a l'air pas mal. Donc je vous en parle, je vous le conseille pas dans le sens où je n'ai pas testé moi-même, donc je ne sais pas la qualité des laines, mais aussi du service d'expédition, du service client de manière générale. En tout cas, il existe. À vous de voir si ça vous intéresse de tester ou pas, s'il y a des qualités qui vous intéressent. Il y a pas mal de teinturières aussi, qui proposent maintenant des bases non teintes. Ça peut être intéressant comme ça, si vraiment vous avez une teinturière que vous aimez bien, vous savez que cette base vous l'aimez, et ben c'est un moyen d'avoir la base que vous aimez pour essayer vos teintures, au moins vous êtes sûr. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de surprise à l'arrivée. Vous pouvez aussi passer par comment on appelle ça, des filatures. En France, on a plusieurs filatures, dont la plus connue, une des plus connues, c'est la filature Fonty. Et ben, vous pouvez acheter, en fait, sur Fonty, des laines à teindre, tout simplement. Ils les proposent, ils les font en plusieurs bases. Vous pouvez acheter les coloris, bien entendu, leurs coloris à eux. Mais vous pouvez aussi acheter directement les bases non teintes. Et en plus, comme ça, si vous avez déjà testé des qualités de laine de chez eux, pareil, vous les connaissez. Donc ça peut être, vous n'aurez pas de mauvaise surprise en fait à la réception. Donc c'est une très bonne chose à faire. Moi j'aime bien passer aussi par des filatures. Donc il y a la filature là, mais il y a la filature... Attendez, je reviens. Vous avez aussi du coup la filature Val-Gaudemar. Oui, c'est ça, Val-Gaudemar. C'est une filature française qui vous propose l'achat de laine déjà filée en écheveau à teindre.
possible. Et il existe aussi laine paysanne. Donc ils ont des bases de Merino, Merino Angora. J'ai pas vérifié s'ils avaient du superwash ou pas. Je pense que c'est plus des fils non superwash et plus... je sais pas comment on dit. Pardon, je perds le mot. Je perds mes mots, je suis désolée. C'est plus des laines rustiques, voilà. Mais bon, si ça vous intéresse, ça peut être pas mal. Je sais que Val Godemar, ils font aussi de la fibre à teindre. Donc vous pouvez acheter des nappes directement qui sont cardées, mais à teindre. Ça peut être intéressant pour les fileuses. Sinon, vous pouvez aussi passer par exemple, Boucle Laine, qui est quand même assez connu. Vous prenez leur... Bon, il y a bien sûr leur fil qui est teint, mais vous pouvez prendre leur base non teinte, en fait, et les teindre. Comme ça, pareil, vous connaissez la qualité, vous savez d'où ça vient. Autre astuce, vous pouvez juste acheter des pelotes de laine, par exemple d'une marque que vous aimez bien, type, je sais pas, Katia, Lang ou quoi. Vous achetez la quantité de laine que vous avez besoin. En plus, c'est pas mal parce que la plupart du temps, c'est des pelotes de 50 grammes. Donc, ça vous permet de payer, entre guillemets, moins cher parce que vous n'êtes pas obligé de prendre 100 grammes directement. Vous pouvez ajuster. Vous les mettez en écheveau. Hein. Ou par exemple, vous mettez autour de 2 chaises, vous faites un tour. Ça vous le met en écheveau, en fait, votre pelote. Et vous pouvez teindre les laines. Je veux dire, on n'est pas obligé d'acheter un écheveau spécifique. Vous pouvez très bien acheter des pelotes industrielles. Et ça marche. J'ai déjà testé, ça marche très bien. Évitez quand même qu'il y ait trop d'acrylique. J'ai jamais testé vraiment sur des laines genre 50-50, Merino, acrylique par exemple. Je pense que ça prend la teinture, mais je ne sais pas comment ça la prend, je ne sais pas si ça marche bien. Essayez de prendre des fils qui sont complètement animaux. Alpaga, soie, mérino, enfin laine de manière générale, laine de mouton. Et après, vous pouvez faire des mélanges sans problème dans ces qualités, mais évitez peut-être de prendre avec trop d'acrylique. Si vous prenez un mélange laine-coton, il n'y a pas de problème, la laine va prendre, le coton ne prendra pas. Vous aurez un effet chiné, mais c'est tout à fait possible. Si vous aimez cet effet, ça marche très bien. Donc ça, c'est des moyens aussi, parce que du coup, encore une fois, vous connaissez, si c'est un fil que vous connaissez la qualité de la laine, vous connaissez le rendu, vous savez comment vous le tricotez, et vous pouvez le teindre. Il n'y a pas de problème. Comme ça, vous aurez des coloris un peu plus originaux, parce que bon, souvent, c'est des unis. Alors la laine industrielle est très très unie pour le coup. Hein. Normalement, il y a assez peu de différence entre deux pelotes. À part si vous prenez des bains différents, mais si ça vient du même bain, vous aurez vraiment un très bel uni. Là, ça vous permettra d'avoir des coloris variés avec des speckles, des faux unis, etc. dans une qualité que vous aimez et qui n'est pas forcément excessivement chère. Ça peut être pas mal. Donc voilà, moi c'est vraiment... Sinon, je vous parlais des filatures françaises, mais vous pouvez aussi vous adresser à des filatures qui ne sont pas françaises. C'est-à-dire que je crois que Lang, par exemple, propose des écheveaux à teindre dans leur qualité que tout le monde peut acheter. Enfin, je veux dire, même les particuliers, c'est pas spécifiquement réservé aux professionnels. N'hésitez pas à regarder les usines en fait qui produisent les laines de marque industrielle que vous aimez bien, s'il y a possibilité d'acheter. C'est pas forcément le cas, comme je vous dis en général. C'est ça en fait la recherche de fournisseurs, quoi. C'est quand on commence à contacter des usines, etc. Vous cherchez vos fournisseurs. Donc c'est ce que fait le travail d'une teinturière. C'est pour ça que je vous dis, potentiellement, si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pourrez pas acheter. Mais c'est quand même possible, il y a certaines usines qui le font, hein. Attention, le vendre aux particuliers, vous allez certainement le payer plus cher qu'un professionnel, mais ils vont en vendre quand même, et ça sera certainement moins cher que sur d'autres sites ou d'autres choses, parce que vous passez quand même par l'usine directement, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Ça peut valoir le coup, mais encore une fois, c'est une question de recherche internet. Moi, je ne les connais pas tous non plus. J'ai déjà... moi, j'ai quelques fournisseurs, comme je vous dis, je passe par la Tricot, j'aime bien Fonty, j'aime bien... Donc, je connais ces bases-là, je les aime bien. Si je cherche pas forcément plus non plus, hein, je vous le dis direct. Donc, je n'ai pas tous les fournisseurs. Même si j'aime bien tester des trucs, je les connais pas tous. Ce qui est important pour vous, c'est après de savoir comment faire une bonne recherche internet. Et une bonne recherche internet, ça passe des fois par passer par l'anglais.
pour ceux qui maîtrisent moins bien l'anglais, ça peut être plus compliqué. Et effectivement, si vous n'achetez pas sur des filatures ou des sites français, il va falloir parler en anglais. Donc, les termes importants, c'est écrire laine atteindre. Hein. On va pas se mentir, quand vous faites laine atteindre dans une recherche Google, vous allez tomber sur les sites classiques, comme je vous ai dit déjà, les filatures, les différentes filatures qui existent, laine et tricot, belle laine, ça c'est basique. Et si vous transposez ces mots en anglais, hand-dyed yarn, vous allez tomber aussi sur des résultats qui seront similaires aux résultats français, mais à l'international. Donc, essayez. Essayez de voir aussi, par exemple, le site Filati. Je n'ai pas été regarder, mais le site de Kata, le site Filati, regardez s'ils ne proposent pas des laines à teindre, directement mises en écheveau, etc. Sinon, vous embêtez pas, hein. Passez par des pelotes. Les premières fois, quand vous commencez et tout, bon, ça demande un peu plus de manipulation parce qu'il faut le mettre en écheveau, la pelote, mais ça marche très bien, enfin, ça reste de la laine en fait, c'est juste que le conditionnement n'est pas le même. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Voilà. J'espère que pour cette première question, déjà, j'aurais quand même répondu un maximum à ce que vous attendiez, si ça vous aura quand même aidé. Encore une fois, je vous dis, ce dont je vous ai parlé, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les mots-clés à mettre dans les recherches. Mais je pense que le principal souci, c'est vraiment essayer de faire vos recherches internet correctement. Ne vous éparpillez pas, essayez de mettre les mots les plus appropriés avec ce que vous recherchez. Une fois que vous aurez compris ça et que vous aurez cette méthode, ne vous attendez pas à avoir tout de suite le bon résultat, les bonnes choses, mais en tout cas ça va vous aider et vous allez pouvoir commencer à faire quelque chose qui sera efficace. Au début, ça sera peut-être un petit peu long, mais au bout d'un moment, vous allez apprendre la main, vous allez comprendre comment ça fonctionne, et vous allez avoir une recherche qui sera plus efficace en fonction de ce que vous recherchez. Tout simplement. Voilà. Pour la deuxième question que j'ai le plus reçue, c'est les pigments, où est-ce que je les achète? Pareil, en fait, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est où est-ce que j'achète ça? Mais en fait, moi j'ai acheté mes pigments il y a 5 ans. En 5 ans, ça a évolué en fait. Où j'ai acheté mes pigments, la boutique a fermé, je sais pas, j'ai pas retrouvé la boutique, donc je suppose qu'elle a fermé en fait. Donc c'est compliqué de vous dire où est-ce que j'achète parce qu'effectivement j'en ai pas acheté depuis un moment et que celle où moi je me fournissais, elle n'existe plus ou en tout cas ils ne vendent plus de Dharma. Donc encore une fois, c'est un problème de recherche internet. Utilisez les bons mots, essayez d'être efficace par rapport à ça. Moi, quand je tape que je cherche de la teinture, je mets teinture Dharma, par exemple. Et il s'avère qu'effectivement, en France, si vous voulez de la Dharma, c'est compliqué pour en avoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La Dharma, les seuls sites où j'en ai trouvé, c'est outre-Atlantique, donc au Canada. J'en ai trouvé un petit peu en Angleterre. Mais dans tous les cas, ça vous fait beaucoup de frais de port et des frais de douane. Honnêtement, la Dharma est vraiment très bien, c'est une très bonne teinture, mais je pense pas que ça vaille le coup de payer une teinture qui est quand même relativement chère, parce que c'est une bonne qualité, hein, donc la qualité ça se paye, l'air de rien. Mais en plus, payer des frais de port qui vont être très chers, et des frais de douane. Parce que oui, maintenant en Angleterre, vous allez avoir des frais de douane, c'est quasi sûr et certain. Donc, je veux bien vous mettre les sites sur lesquels j'ai trouvé de la Dharma outre-Atlantique, mais moi je vous conseille pas de l'acheter pour le coup. Passez sur de la Jacquard, passez sur de la Greener Shade, Artifilium. Franchement, pour débuter la teinture, pour tester, mettez pas 150 € pour 4 pigments parce que j'ai utilisé de la Dharma, hein, honnêtement. La Jacquard, la Greener Shade, je vous garantis qu'elle a de très très beaux résultats et vous allez avoir une super gamme de couleurs.
Pour ce qui est de la jacquard, après recherche, parce que bon, j'utilise pas forcément de la jacquard et vu que j'avais pas particulièrement besoin d'en acheter, j'ai pas regardé plus que ça avant. Il y en a sur le site patin-a. Pareil, je vous le mets en barre d'infos, vous inquiétez pas. C'est pas un site français. J'ai pas trouvé de site français où j'en trouvais. Mais eux, ils en font. Je crois qu'il y en a au fil d'Emma, mais je sais pas, j'ai pas eu le temps de bien regarder en détail. Sinon, vous avez Lille Wessel, je sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, eux, ils proposent de la jacquard et ils proposent des kits d'initiation teinture et des formats donc de pots de teinture qui sont assez petits, c'est 14 grammes, donc ça revient relativement pas trop cher, on va dire. Donc ça peut être pas mal pour vous tester. Et je crois qu'aussi Lille Wessel, ils vendent des laines à teindre. Je pense que s'ils font des kits, c'est parce qu'ils doivent avoir des laines à teindre. J'ai pas regardé en détail, mais je pense. Donc ça, c'est pour la jacquard. Vous pouvez en trouver sur ces sites-là. Et pour Greener Shade, vous en avez sur la filature de la vallée des Saules. Je connais pas du tout. Je sais qu'ils en ont. Ils ont l'air d'avoir pas mal de coloris. Et il y a aussi la boutique Kaplen. Encore une fois, moi, je vous transmets des liens où j'ai trouvé ces différentes teintures, mais je ne vous garantis absolument pas le site internet. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais commandé chez eux, je sais pas si ça se passe bien, s'il y a un service client qui est de qualité ou pas. Donc, si vous voulez tester, je vous ai fourni les liens. Mais je peux pas vous garantir plus. C'est tout. Je sais juste qu'ils en ont. Voilà. En tout cas, pour tout ce qui est pigment, c'est pas parce que une personne spécifiquement va utiliser ce pigment-là qu'il faut rester sur cette marque-là. Oui, cette marque est connue, oui, cette marque est bien. Mais si vous avez trop de difficultés à vous la procurer en France ou à des prix pas possibles, pour un test de teinture, moi je trouve ça dommage. Vous pourrez, si vraiment ça vous plaît et que vous voulez continuer dans la teinture et vous vraiment investir dedans parce que vous voulez en faire plus, que ça soit pour vous, ou après peut-être même lancer votre propre entreprise, là oui, vous regarderez. Mais encore une fois, on est sur de la recherche de fournisseurs. Donc vous n'aurez pas les mêmes tarifs à mettre en place et vous n'aurez pas non plus le même budget, même si c'est d'un point de vue personnel. Vous pourrez vous permettre plus facilement plus. Parce qu'après, c'est vous qui déterminez votre budget. Mais pour tester quelque chose où vous ne savez pas si vous allez aimer, si le principe vous convient, tout simplement, je pense que mettre autant, ça vaut peut-être pas le coup. Après, c'est vous qui gérez votre argent et qui voyez midi à votre porte. Hein. Mais moi, je sais que je le ferai pas. Enfin, je veux dire, quand j'ai acheté cette marque-là parce que je l'ai trouvée sur internet assez facilement et que le fournisseur était disponible. J'ai pas payé une fortune en fait en frais de port, en douane, etc. Mais, mais là, si je devais le refaire, je passerais pas par eux. Je resterais sur des marques que je peux trouver en France, en fait, tout simplement. Pour éviter tout ce genre d'intermédiaires, pour éviter d'avoir 2-3 semaines de délai de frais de port, etc. Parce que ça m'intéresse pas. Après, c'est comme vous voulez. Je vous mettrai quand même les liens pour la Dharma, de ceux que j'ai trouvés. Mais à votre place, je partirai sur de la jacquard ou de la greener shade qui sont très très bien aussi, qui ont aussi des gammes. Dans les deux cas, ils ont des gammes. Donc laine, donc pour base animale, donc soit laine, nylon, c'est pas animal mais ça marche aussi sur le nylon, et des bases spécifiques pour la teinture végétale, pour la teinture, oui, enfin végétale, non, de fils végétaux. Donc le lin, le coton, je sais pas, le chanvre, ce que vous voulez. Mais aussi du coup ça marche pour les tissus. Hein. Si vous voulez faire de la teinture sur du tissu, sur du coton, par exemple type batik, etc., ce genre de teinture convient très bien du coup. Aussi. Mais après, si vous voulez tester, je pense que, j'ai pas réfléchi à ça, mais je pense que si vous voulez de la teinture aussi assez accessible, vous pouvez passer par les teintures qu'on trouve au rayon lessive, tout simplement. Je pense que ça marche. Il faut regarder quelle base ils prennent, mais c'est accessible. Si vous voulez faire vos premiers tests teinture, je pense que ça, c'est une bonne idée aussi.
à voir. Mais oui, j'y avais pas pensé avant. Mais voilà. En tout cas, dans tous les cas, ne restez pas limité à une marque. Parce que vous avez vu quelqu'un qui utilise ça, ou une autre personne, essayez. De toute façon, la teinture, c'est ce qui marche. Que vous soyez en jacquard, en greener shade, en dharma, en artifilium, ce que vous voulez, vous avez des gammes qui sont globalement les mêmes. Hein. Vous avez des jaunes, vous avez des rouges, des bleus, des violets, etc. Donc, vous trouverez forcément votre bonheur. Après, peut-être que vous allez avoir l'impression que oui, mais cette couleur dans telle marque, je la trouve pas assez vive ou assez profonde à mon goût. Mais peut-être que ça vient pas de la couleur dans ce cas-là. Peut-être que ça vient plutôt de la façon dont vous avez dosé vos pigments ou comment vous les avez dilués. Donc, ou comment vous allez les mettre sur votre laine pour teindre votre laine. Donc ça, c'est des problématiques qui ne sont pas spécifiques aux pigments et ça ne veut pas dire que le pigment en lui-même, c'est pas la couleur que vous attendiez. C'est peut-être juste en fait que vous n'avez pas assez dosé votre pigment en fait, tout simplement. Par rapport au souhait que vous voulez, parce que en soi, que vous mettiez par exemple, je sais pas, 1 gramme pour 100 grammes d'écheveau, 1 gramme de teinture pour 100 grammes d'écheveau, ou que vous en mettiez 5 pour 100 grammes, ça va pas du tout avoir le même rendu en fait. Si ça se trouve, vous avez juste pensé que quand vous allez doser, il y en a assez, parce que, je sais pas, la moyenne, on dit en général qu'on met 1 gramme pour 100 grammes de laine. 1 gramme de teinture, 100 grammes de laine, c'est la moyenne. C'est pour normalement avoir une couleur moyenne. Ni très profonde, ni trop claire. Donc si vous mettez plus, si ça se trouve, en fait, c'est juste que vous aviez une image, mais que vous vous êtes référé à ce qui était noté sur la notice, le truc moyen, basique, mais en fait, vous vouliez quelque chose de plus profond ou de plus intense. Et donc, en fait, c'est pas un problème du pigment en lui-même qui va pas avoir la bonne teinte, c'est juste que vous avez peut-être pas assez dosé. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire des mélanges, c'est-à-dire que effectivement, vous allez peut-être trouver chez Jacquard, ah bah celle-là, il n'y a pas la teinte que je veux. Oui, mais ça reste des couleurs en fait. Vous pouvez faire des mélanges. Peut-être que vous allez trouver directement le mélange fait chez Dharma ou chez Greener Shade, mais pas chez Jacquard. C'est pas grave, faites des mélanges. Si vous avez par exemple le truc bête, hein, je sais bien que ça existe, hein, mais voilà, vous n'avez pas de violet, mais vous avez un bleu et un rouge, bah mélangez les deux. Vous aurez votre violet. Alors après, en fonction de la quantité que vous allez mettre de bleu et de rouge, vous n'aurez pas le même violet, mais en tout cas, vous pouvez avoir un violet, même si vous n'avez pas forcément votre pigment avec le marqué violet ou comme moi j'ai Intense Iris. Vous n'allez peut-être pas l'avoir, mais vous pouvez avoir quelque chose de similaire en faisant vos propres mélanges. Et donc là, c'est à vous de tester. Donc c'est pour ça, même si la gamme de couleurs, entre guillemets, vous attendez quelque chose de spécifique ou déjà fait, bah dites-vous que dans tous les cas, vous pouvez le faire vous-même. Donc, à vous de voir, est-ce que ça vaut le coup de mettre 30 € de plus parce qu'il faut payer la douane et les frais de port, ou plutôt que vous pouvez juste faire votre mélange vous-même pour avoir la teinte que vous souhaitez avoir, en restant sur des marques qui sont disponibles en France. Pareil, encore une fois, bah, j'espère que cette question, parce que elle a l'air de vous tenir à cœur, hein, vu que vous êtes nombreux à me l'avoir posée, j'espère quand même avoir répondu au mieux pour cette question et vous avoir quand même un minimum aidé par rapport à ça. Donc ensuite, troisième question où j'ai vraiment eu beaucoup de retours, c'est la température. J'ai l'impression que ça vous a vraiment perturbé le fait que je vous donne pas de température. Mais en fait, on s'en fiche de la température en soi. Non, honnêtement, vraiment, la température en elle-même n'a pas une importance cruciale. Ce qui est important, et sur lequel j'insiste, c'est qu'il ne faut pas faire de choc de température. Un choc de température, c'est quoi? C'est de passer d'une laine froide à une laine dans de l'eau très chaude. Là, vous allez avoir un choc de température, et là, ça va faire feutrer votre laine, parce que c'est cette réaction qui vraiment crée un feutrage, une problématique pour votre laine. Mais si vous mettez votre laine dans de l'eau qui est très froide ou à température ambiante, il n'y a pas de souci. Et après que vous faites monter votre température progressivement et doucement, elle peut passer
de 20 degrés à 80 degrés et il n'y aura pas de problème en fait. Elle ne va pas feutrer et ça va pas vous gâcher votre laine. Mais je ne peux pas vous dire exactement à combien je commence parce qu'en fait, j'ai jamais mesuré la température de mon eau au départ et j'ai jamais mesuré la température de mon eau à la fin. Donc, je peux juste vous dire que je fais attention pour que mon eau ne boue pas à la fin. Je préfère éviter qu'elle boue, mais des fois, quand la teinture, elle me dure 3 heures sur le feu, je fais autre chose, j'oublie. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir de l'eau qui bout quand je reviens, mais ma laine, elle n'a pas bougé. C'est pas grave. En soi, parce que la montée en température, c'est fait de manière progressive. Ce qu'il faut faire gaffe, par contre, c'est quand on fait des laines variées ou à speckles. Parce que là, la prochaine vidéo que je vous ferai en teinture, vraiment, je compte faire une laine variée pour un jacquard. Donc, je vous montrerai comment je m'y prends et vous verrez, il y a très peu d'eau en fait, parce que quand je fais mes speckles, quand je mets mes pigments pour faire mon coloris varié, on part avec une base d'eau très faible pour pouvoir rajouter de l'eau au fur et à mesure pour pouvoir teindre. Parce qu'on travaille avec des pigments dilués. Et dans le cas des speckles, si vous voulez quelque chose de précis et ne pas avoir des taches qui se diffusent, il faut que votre laine soit mouillée, humide, mais pas qu'elle baigne dans l'eau. Parce que forcément, si vous allez mettre votre pigment qui a de l'eau partout, il va se diffuser. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il fasse des points très précis. Donc, il ne faut pas d'eau. Il faut que la laine soit mouillée, qu'il y ait peu d'eau dans le fond, pour vraiment, pour que quand même ça chauffe, mais que ça ne brûle pas votre laine, mais que vous ayez quand même vos speckles qui soient définis. Donc, dans ce genre de cas, oui, le feu doit vraiment être très très bas pour éviter justement qu'il y ait une température, enfin, il faut que ça soit vraiment bas, que ça monte très doucement en température, parce que sinon, vous allez avoir votre eau qui va commencer à chauffer très vite, et votre laine qui est encore froide, parce que votre laine est gorgée d'eau, hein. Donc elle va être encore froide, et là ça crée un choc de température, ça peut vous feutrer votre laine, c'est dangereux. Mais quand vous passez dans des bains complets pour faire des unis comme on a fait la dernière fois sur la vidéo, la montée en température, bah, elle est lente, parce qu'il faut faire chauffer toute la quantité d'eau qu'il y a dans la casserole. Et là, votre laine qui trempe dedans, bah, elle a le temps d'être à la même température que l'eau, etc. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas feutrer. Donc, pour moi, j'ai pas de température spécifique à vous donner. Sachez juste que quand je fais pré-tremper mes échevaux, par exemple, la veille, je prends de l'eau du robinet, je prends de l'eau froide, au minimum. Donc, je sais pas, l'eau, elle a combien? Elle doit être aux alentours de 20 degrés, je dirais, 19-20 degrés. Elle passe toute la nuit dans le bac avec l'eau à température ambiante, donc pas chez moi, il fait en ce moment un peu chaud parce qu'on commence à être sur l'été, mais je dirais aux alentours de 20-22 degrés. Quand je commence, je prends souvent, pour mélanger mes pigments, par contre, je fais chauffer un peu mon eau. Le pigment se dissout mieux dans une eau un peu chaude. Mais mon pigment, je le dissous dans 500 ml d'eau par exemple. Donc quand je mets 500 ml d'eau dans ma casserole qui fait 4 litres, 5 litres, ça ne change pas la température de manière significative. Donc souvent, pareil, si mon eau du bain est propre, parce que des fois il peut y avoir des restants d'huile, des petites choses qui fait que ça opacifie un petit peu l'eau de trempage. Si mon eau est bien claire, je reprends cette eau-là pour pouvoir faire ma teinture en fait. C'est l'eau que je vais mettre dans ma casserole pour pouvoir faire ma teinture. Comme ça m'évite de gâcher de l'eau tout simplement. Et en plus, il y a déjà du vinaigre dedans. Et j'utilise de l'eau qui, de toute façon, est à la même température que mes échevaux, comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, pas de température spécifique. Faites juste attention à votre montée en température qui doit être douce. Et après, pour la température maximum, encore une fois, je ne mesure pas, sachez juste que j'évite que l'eau monte jusqu'à bouillir en fait. Parce que, bon, alors c'est de la superwash, enfin la plupart du temps j'utilise des laines superwash, normalement elles sont faites pour résister à ce genre de traitement, mais par sécurité je préfère que, en gros aux alentours de 80 degrés, ça suffit largement.
Enfin, même la plupart du temps, je pense que je fais un peu moins parce que c'est pas très bien. Mais souvent, moi, je mets les mains avec les gants dans l'eau. Donc, et bon, c'est chaud, hein, on va pas se mentir. Mais pas au point que j'ai la sensation de brûlure. Donc, ça peut vous donner un indicateur. C'est pas très précis, surtout que je suis quand même plutôt pas mal résistante à la température de l'eau. Moi, j'aime bien l'eau très chaude. Donc, mais je pense qu'elle doit être aux alentours de 70, peut-être. Maximum, honnêtement. Parce que je pense que des fois, j'ai la sensation un peu de brûlure, mais j'arrive quand même à les prendre. Donc je pense qu'on doit être aux alentours de 70 degrés, quelque chose comme ça. Évitez, évitez voilà, de faire bouillir de l'eau, parce que ça peut être un peu dangereux. Là, vous arrivez dans un stade où c'est plus critique. C'est possible que qu'il se passe rien, mais on ne sait jamais. Surtout que si jamais vous faites bouillir de l'eau avec vos écheveaux dedans, quand vous allez récupérer vos écheveaux, vous allez peut-être faire du frottement entre vos écheveaux. Et plus l'écheveau va être chaud, associé à l'action mécanique de frottement, là vous avez de fortes chances de feutrer vos écheveaux. Alors que le fait de frotter les écheveaux, si c'est à température plus basse, il y a moins de chances que ça se passe. Les deux choses vraiment importantes quand vous faites de la teinture de laine, c'est la montée progressive en température, je le répéterai pas assez, mais aussi le fait de ne pas frotter ces laines, le fait de ne pas avoir d'action mécanique forte sur vos laines. Parce qu'en fait, pourquoi? Tout simplement, parce qu'en fait, quand vous frottez votre laine, vous mélangez les brins de votre laine entre eux. Même s'ils sont déjà retordus, même s'ils ont déjà une forme, il y a toujours le brin, enfin le fil, le petit poil de laine peut sortir de son brin. Et en fait, le fait de feutrer, vous augmentez la quantité de brins de laine, enfin de fils de laine qui sortent du brin, et vous les mélangez ensemble. Et donc c'est pour ça c'est ce qu'on appelle feutrer entre guillemets. Et en fait, vous les faites en sorte qu'ils s'accrochent entre eux. Le feutrage, c'est ça. C'est le fait que les brins de laine s'accrochent et deviennent vraiment compacts et très résistants. Et ça, c'est provoqué par le fait de les frotter ensemble, tout simplement. Ah, c'est un peu comme vos cheveux, en fait. Hein. Quand vous les frottez, ça vous fait des nœuds. Bah voilà. Vous avez le même principe avec la laine. Donc voilà, les deux choses importantes, c'est ça. Il n'y a pas de température, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de recommandation spécifique. Pareil, si vous travaillez avec des laines non superwash, vous allez avoir potentiellement plus de risques de feutrer votre laine, plus vous montez en température. Le traitement superwash va va lui retirer en fait les propriétés spécifiques de la laine. C'est ce traitement. C'est un traitement chimique, donc c'est pour ça que ça la rend plus résistante au frottement et aux températures, aux hautes températures. C'est pour ça que certains peuvent même la passer en machine. Mais les fils non superwash n'ont pas eu ce traitement. Donc elles n'ont vraiment pas cette résistance. Donc si vous montez trop en température, vous risquez effectivement de gâcher votre laine. Surtout quand on parle de mohair, de surie, c'est des laines qui sont quand même... Enfin oui, c'est des laines fragiles. Donc évitez les trop fortes chaleurs, mais faites quand même cette montée en température si vous voulez que vos pigments y prennent plus facilement. Parce qu'il y a de la teinture à froid, hein, ça existe. Hein. C'est juste beaucoup, beaucoup plus long. Mais le fait de monter en température va aider à fixer la teinture, va aider à mettre en place la teinture dans votre laine, mais vous n'allez pas avoir la résistance du traitement superwash. Donc là, la montée en température, si c'est trop élevé, ça peut être dangereux. D'où le fait que je passe jamais, ou que j'essaye en tout cas de ne pas passer au-dessus de 90, 100 degrés. Je le fais jamais. Je sais qu'il y en a qui le font et ils n'ont pas eu de problème. Moi, j'ai pas envie de gâcher mes échevaux et j'ai pas envie d'avoir de problème, etc. Donc je préfère éviter. Mais quand vous commencez, par exemple, parce que souvent vous travaillez avec un couvercle au-dessus de votre casserole, si vous commencez à avoir un petit peu de buée qui se forme, sans que ça boue spécifiquement, mais vous allez quand même avoir une évaporation de votre eau, et ben c'est suffisant. Arrêtez-vous là.
et ça sera très bien. Vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, la température, c'est pas le point hyper important, il faut juste faire gaffe. Et il ne faut pas se faire de choc de température. J'espère que ça vous aura aidé aussi, hein, que vous aurez un peu mieux compris pourquoi je ne vous ai pas donné spécifiquement de température lors de la première vidéo, tout simplement parce que j'en ai pas. Et voilà un peu la manière dont je m'y prends pour repérer les stades entre guillemets critiques pour la teinture. Ensuite, j'ai eu des remarques comme quoi des personnes qui avaient déjà testé la teinture et qui, dans leur bain d'eau, en fin de teinture, il y avait encore du pigment. Alors, pourquoi il peut y rester du pigment dans de l'eau après la teinture? Plusieurs possibilités. Première possibilité, vous avez mis trop de pigment par rapport à la quantité de laine que vous avez mis pour la teinture. C'est une possibilité. Alors, c'est pas l'explication la plus... Enfin, c'est l'explication qui paraît la plus logique, mais pourtant, c'est pas la plus probable. Pourquoi? Votre laine, vous pouvez la saturer énormément. L'air de rien, la laine va prendre beaucoup de pigments. On s'en rend pas compte, mais moi j'ai déjà utilisé sur un seul écheveau. J'utilise mes petites cuillères. Mais je pense qu'en termes de quantité, de grammes, j'ai déjà dû aller jusqu'à 10 grammes de teinture. Peut-être pas 10 grammes, j'exagère, je pense 10 grammes c'est beaucoup. Je pense que j'ai dû au moins mettre 5 ou 6 grammes juste pour un écheveau. C'est déjà arrivé. Et il me restait plus de teinture dans mon eau. C'est surtout sur les teintures très foncées. Le noir, les violets très profonds. Vous allez mettre beaucoup de teinture, l'air de rien, pour pouvoir saturer votre laine. Imaginez-vous que c'est un parking. Un parking de 100 places. Lorsque vous mettez, je sais pas, 1 gramme de laine, on va dire, bah, c'est comme si vous aviez 10 voitures. Donc ça va se positionner très vite, ça va être très vite épuisé, donc c'est pour ça aussi que la teinture avec des couleurs claires est beaucoup plus rapide qu'avec des couleurs foncées. Mais donc voilà, vous avez votre parking, vous avez vos 10 voitures qui peuvent rentrer sur le parking, elles peuvent se mettre n'importe où, ça va très vite, en plus il n'y en a que 10, donc elles peuvent se garer. Plus vous allez monter votre nombre, vous allez passer à 50 voitures, 5 grammes. Eh ben, vous allez avoir de la place, mais les premières voitures vont se garer, et ensuite, celles qui arrivent par la suite, elles vont mettre plus de temps à trouver une place. Même s'il y a encore des places disponibles, ça va être de plus en plus long parce qu'ils vont devoir aller de plus en plus loin, etc. Et les places, elles ne bougent plus. Une fois que la voiture est garée, ça ne bouge plus. Donc, il faut trouver. Il faut qu'elles retrouvent, faut que les voitures qui arrivent en plus trouvent leur place. C'est pareil pour la laine. Et si vous montez encore, imaginons on passe de 50 à 100 voitures. Donc c'est votre maximum de place qu'il y a sur votre parking. Et les premières elles vont trouver facilement. Ensuite, ça va être de plus en plus long. Et les 10 dernières, il va falloir qu'elles tournent en fait sur le parking pour pouvoir trouver les dernières places de disponibles. Donc ça met plus de temps. Le fait d'augmenter la chaleur va aider la vitesse où elles vont tourner sur votre parking. Et du coup, dans votre laine, où elles vont pouvoir trouver des places pour pouvoir se mettre. Là, c'est pareil. C'est pour ça qu'on utilise de la chaleur, en fait. Imaginez vos molécules, c'est comme vos voitures. La température va faire augmenter la vitesse, en fait, de vos molécules. Et donc, plus elles vont tourner vite, plus elles vont pouvoir bouger rapidement, elles vont trouver plus facilement les places qui restent. Mais c'est pour ça que quand vous saturez, ça met quand même plus de temps. Parce qu'il y a beaucoup plus de pigments et il y a moins de place de disponible. Mais il y a quand même, sur de la laine, énormément de place pour la teinture. Donc le plus probable, c'est que vous n'ayez pas mis assez d'acide. Donc vous n'avez pas mis assez de vinaigre ou d'acide citrique dans votre eau. Parce qu'en fait, la liaison entre la laine et le pigment se fait grâce à l'acidité. C'est des réactions chimiques, on ne va pas parler de ça, c'est intéressant, mais c'est peut-être un peu trop pointilleux et un peu trop technique. Sachez juste que quand on demande une teinture acide, c'est le fait d'être dans un environnement acide que les liens entre la laine et les pigments peuvent se créer. Il faut avoir une certaine acidité. C'est pas facile à trouver, hein, il faut faire des tests, mais il y a de fortes chances que quand il reste des pigments dans le bain d'eau, c'est
que vous n'ayez pas mis assez d'acide, tout simplement. Essayez de rajouter du vinaigre dans votre eau et remélangez bien, faites en sorte que ça soit homogène et laissez votre teinture plus longtemps dans l'eau. Et il y a de fortes chances que vous ayez plus de pigments dans votre eau. Et c'est la principale raison, en fait, souvent, qu'il reste des pigments. Il faut savoir aussi que, par exemple, quand vous utilisez des pigments violets, le pigment violet en tant que tel n'existe pas. C'est un mélange de pigments rouge et bleu, qui est préfet dans votre pot de teinture, mais c'est un mélange. C'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas de violet, vous pouvez très bien le faire vous-même. Il faut savoir que je n'ai pas d'explication, je pense que ça doit exister, je n'ai peut-être pas cherché plus que ça non plus. Les pigments bleus prennent beaucoup plus rapidement que les pigments rouges sur votre laine. Je pense qu'il y a une raison spécifique à ça, mais là je ne la connais pas. Donc c'est possible que quand vous allez faire des teintures avec du violet, votre bain d'eau, il reste une couleur un peu rosée, un peu rouge comme ça. C'est normal en fait, c'est parce que peut-être que vous avez vraiment bien saturé, peut-être que vous avez mis assez d'acide, mais qu'en fait, vu que les pigments bleus ont pris en priorité, ce qui reste, c'est des pigments rouges, donc c'est pour ça que vous avez aussi cette couleur un peu rosée. Sachez quand même que si jamais, relâcher des pigments dans le système des canalisations, etc., c'est pas très écologique. Si vous reste des pigments comme ça dans votre eau, parce que vraiment, vous avez vraiment saturé, que c'est pas un problème d'acidité, vous pouvez mettre des restants, des restants, je ne sais pas si vous avez des mini-échevaux, si vous faites de la laine à filer, vous pouvez mettre des petits morceaux de laine dans l'eau. Ça va capter ces derniers pigments qui restent et comme ça vous pourrez jeter l'eau dans l'évier de manière plus écologique. Et en plus comme ça vous fera c'est ce qu'on appelle des teintures en bain d'épuisement. Donc vous aurez des couleurs assez originales et un peu qui changent grâce à cette méthode. Voilà. En tout cas, voilà, n'oubliez pas, les pigments, ça reste quand même... En fait, quand on passe quand on fait ce genre de technique, c'est des réactions chimiques. Hein. Donc souvent, c'est qu'il manque un réactif. Il faut que, si vous voulez avoir une bonne réaction, il faut que ce qui permet la réaction, donc ici l'acide, soit en excès en fait par rapport à vos pigments. Et souvent, avec le vinaigre, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, le vinaigre n'est pas en assez grande quantité par rapport à la quantité de pigments que vous allez mettre. Souvent d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez tester, mais si c'est le cas, vous allez voir que pour les couleurs que vous allez faire claires, vous allez avoir moins de problèmes. C'est un peu comme l'histoire des emplacements en fait. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de pigments, il n'y a pas besoin de beaucoup d'acide pour faire des liaisons parce que la quantité d'acide sera suffisante par rapport à votre quantité de pigment. Mais il faut penser que c'est du 1 pour 1. Un pigment, une liaison acide. Du coup, si vous avez par exemple 100 pigments, mais que vous n'avez que 50 liaisons acides à faire, possible, et il y aura 50 pigments qui n'auront pas leur liaison et du coup qui vont forcément dégorger ou rester dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut ajuster. Et dans ce genre de cas, vaut mieux que l'acide soit en excès par rapport à vos pigments. Vous pouvez utiliser, ça existe, des petites bandes de pH, pour mesurer le pH. Alors il ne faut pas que ça soit acide au point que ça bouffe la laine, hein. Pardon, bouffer, c'est pas le bon terme, excusez-moi, c'est pas très poli, que ça abîme votre laine, hein, parce que oui, quand c'est trop acide, ça va finir par abîmer. Mais avec les petites bandelettes de pH, vous pouvez vérifier que vous avez quand même une eau qui est aux alentours d'un pH 6. 6 c'est pas mal en général pour pouvoir faire une bonne teinture. Après c'est à ajuster en fonction de votre teinture et de ce que vous allez voir aussi, parce que des fois l'eau que vous allez utiliser est calcaire. Le calcaire c'est basique. Donc vous allez mettre de l'acide, mais ça va pas être suffisant pour pouvoir faire descendre assez. Vous allez juste rendre votre eau neutre. Donc, en fonction de l'eau que vous allez utiliser, il faudra peut-être mettre plus de vinaigre
que ce que vous pensez ou de ce que j'ai pu vous montrer pendant la vidéo. Mais tout ça, c'est des tests en fait qu'il faut faire, hein, encore une fois. Et par contre, les petites bandelettes de pH peuvent vous aider. Mais donc voilà, la question de la saturation des pigments, 2 points, le fait que vous mettiez beaucoup de pigments ou pas, et surtout l'acidité de votre eau. C'est les points les plus importants. Ensuite, j'ai eu des questions de savoir si il existait des livres pour apprendre à teindre. Oui, il existe des livres sur la teinture qui parlent de teinture. Il y en a un sur la filature de la vallée des Saules, Lily Neige Paris. C'est le livre Teinture, technique et inspiration à 21,90 € en France. Je n'ai pas le... Il est de qui? Je n'ai pas l'éditeur, désolé. Je vous mettrai le lien directement vers le site où on peut où moi je l'ai trouvé en tout cas. Il doit exister à d'autres endroits, mais là je suis sûre qu'il existe. Il précise bien que c'est pour de la teinture la teinture acide sur écheveau et pas pour la fibre à filer. Bon, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi d'ailleurs, parce que quand on fait de la fibre à filer, c'est un peu comme de la laine à teindre en fait, en écheveau déjà. Moi je teins de la même manière, hein, que ça soit de la fibre ou des écheveaux. Juste, comme d'habitude, je fais attention si c'est des fibres qui ont déjà un traitement super moche ou pas. Mais à part ça, pour moi, j'utilise la même manière de faire. Donc, je comprends pas pourquoi il précise sur le livre, mais bon. Donc, c'est le seul livre français actuellement disponible pour la teinture acide. Enfin, en tout cas, je dis le seul. J'exagère, c'est peut-être pas le seul, mais c'est le seul que j'ai pu trouver, malgré toutes les recherches que j'ai faites, parce qu'effectivement, moi j'aime bien aussi avoir une base de livres, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Par contre, pour tout ce qui est teinture végétale, j'en ai trouvé énormément. Je pense que c'est à la mode la teinture végétale de laine, enfin avec des pigments végétaux. Donc bon, c'est une technique un peu plus compliquée, hein, de ce que j'ai compris vite fait, mais ça doit plaire pas mal. En plus, bon, peut-être qu'ils vendent ça le côté peut-être plus écologique, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est à la mode, mais bon, j'en ai trouvé plus. Si ça vous intéresse, je vous les mettrai aussi en barre d'infos, mais j'en parle pas plus que ça parce que là, moi, ça m'intéresse pas et c'est pas la teinture que je pratique. Donc, je vais pas vous en parler, surtout que je les connais pas. Euh, donc, ça sert à rien. Mais je vous les mettrai en description, comme ça, vous pouvez y avoir accès si ça vous intéresse. Pareil comme pour les sites dont je vous ai cité plus tôt, le site où on peut trouver le livre, et en particulier le livre, je vous en parle, mais je ne peux pas particulièrement vous le conseiller. Je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas, s'il est intéressant ou pas, si vous allez apprendre des choses, plus de choses vis-à-vis de la teinture par rapport à ce que je vous ai déjà dit sur cette FAQ ou par rapport à la première vidéo teinture que j'ai fait. J'en sais rien, parce que je ne l'ai pas et je n'ai que la page de couverture, je ne peux pas accéder à un exemple de texte. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Donc si ça vous intéresse et que vous aimez avoir un format papier, c'est possible. Après, encore une fois, moi je suis pas contre les livres, au contraire, j'aime plutôt ça. Mais vu que je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas si ça vaut le coup de mettre 22 € dans un livre, ou si ça se trouve, pendant la première vidéo teinture que j'ai fait la dernière fois, vous allez avoir la même chose, les mêmes explications, le même détail, et vous n'allez pas forcément avoir le visuel de la pratique, comme j'ai pu vous faire sur la vidéo. À vous de voir ce que vous préférez, si ça vous rassure d'avoir un livre ou pas, parce que du coup vous avez les instructions écrites, alors que moi quand je vous parle, vous allez peut-être pas tout mémoriser d'un coup, quand c'est en vidéo. Je n'ai pas d'avis sur la question, personnellement, si ça vous rassure, je pense que c'est très bien. Si les personnes... mais par contre, si vous n'avez pas forcément envie de mettre ce prix-là, je peux comprendre aussi, et je pense pas que ça soit forcément nécessaire pour la teinture. En tout cas, en livre français, il y a celui-ci. Des livres qui parlent de la teinture, j'en ai trouvé aussi en anglais. J'en ai trouvé 3. 3 qui avaient de bons avis, en tout cas sur Amazon. Il y a Dying to Spin and Knit, Technique and Tips to Make Custom and Dyed Yarn. Donc ça, c'est en gros la teinture quand on veut pour de la fibre et destinée à être filée et tricotée.
C'est les techniques et les petits tips, les petites techniques. Et j'en ai trouvé un autre, Hand-Dyed Yarn and Fleece, Custom Color Your Favorite Fiber with Deep Dyeing. Donc bref, alors là c'est une technique spécifique de teinture, le deep dyeing, c'est en fait vous trempez, en fait c'est de la teinture à froid. Vous trempez votre laine plus ou moins dans un pot avec de la teinture et vous allez avoir une teinture qui peut du coup être plus ou moins variée. Vous allez avoir un endroit qui va être très foncé et qui va être dégradé parce que du coup il va y avoir une imprégnation de l'eau avec les pigments qui va se faire par comment on dit, merde, je sais plus le terme français, qui va, je sais plus. Bref, vous allez en fait avoir quelque chose qui va être plus varié. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, je sais pas. Ah, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et pareil, le dernier que j'ai trouvé, c'est Dyeing to Knit, How to Use and Create Your Own Beautiful and Dyed Yarns. Je pense que c'est comme les autres, ça parle de la teinture destinée à être tricotée et de créer sa propre laine plus ou moins variée. Pourquoi pas. Les 3 livres-là sur Amazon ont de bons avis. Est-ce que c'est représentatif ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que ce qu'il y a dedans est de qualité ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'ils existent. En tout cas, sur Amazon, on peut les trouver en format relié, mais aussi en format Kindle. Si vous avez une tablette, enfin, comment on appelle ça déjà? Oui, c'est une tablette de lecture, je crois. Ça peut être intéressant. En général, c'est un petit peu moins cher. Voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur les livres. Ça existe. J'en ai pas trouvé beaucoup. Je pense que ça reste quand même une niche. Euh, ça peut être intéressant. Ça dépend de votre façon de travailler, en fait, tout simplement. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai parlé d'un peu tout. J'ai réexpliqué certaines parties qui pouvaient être un petit peu obscures encore. J'espère quand même que j'ai été claire et que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, si vous avez des choses qui vous intéressent un peu plus sur des points en particulier de la teinture ou de la façon de s'y faire ou du matériel de manière générale, je serais ravie de vous répondre et qu'on en discute, hein, sans problème. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'espère bientôt reteindre un coloris un petit peu plus varié. Il y a un modèle de jacquard qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais bien faire. Et je pense qu'avec un coloris varié, il rendra bien. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de faire une autre vidéo teinture à ce moment-là, justement pour vous montrer d'autres techniques. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Désolée encore de vous avoir fait attendre autant de temps, j'aurais aimé qu'elle arrive un peu plus tôt cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, je serais ravie de vous répondre et qu'on puisse discuter un petit peu. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin de journée, soirée, un bon week-end, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Allez, à très vite.